les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes carnivores et de leur culture parfois un peu délicate. Car pour assurer de bonnes conditions de culture à ces plantes un peu particulières, il faut apprendre à les connaître. La plupart des espèces de plantes carnivores vivent dans des sols très pauvres en nutriments et très humides, essentiellement dans des tourbières. Le sol y est acide et l'exposition est au plein soleil. La plupart des plantes carnivores exigent une humidité importante. Néanmoins, les fortes pluies des tourbières, où elles prospèrent, lessivent le sol et emportent avec eux les nutriments nécessaires à la plante. Finalement, ce procédé naturel a créé des carences chez ces végétaux, particulièrement en azote. Pour pallier ce manque, elles ont dû évoluer au fil du temps. Elles ont petit à petit modifié leurs feuilles en pièges à insectes pour récupérer les nutriments qui leur manquaient dans le sol. Mais ce n'est pas tout. Chez la dionée, celle dont les feuilles ressemblent à des petites mâchoires, ces pièges sont également dotés de poils sensitifs qui ne se déclenchent qu'en cas de double stimulation consécutive. Pour que le piège ne se ferme pas à la moindre goutte de pluie, il faut que les poils soient touchés 2 fois de suite dans les 40 secondes qui suivent la première stimulation. Cette tactique lui sert à se préserver des fausses alertes. Mais attention, il ne faut pas jouer avec ces pièges car la fermeture à répétition des pièges affaiblit la plante et reste limitée à 2-3 actions avant que le piège ne meure. Pour les mêmes raisons, il est déconseillé de déclencher les pièges soi-même ou d'essayer de la nourrir avec des insectes déjà morts. Cela ne servirait de toute façon pas à grand chose car le piège se referme de plus en plus fort avec les mouvements de l'insecte qui tente de s'échapper et qui continue d'activer les poils sensitifs de la plante. Sans ces mouvements de défense, le piège ne va pas se resserrer sur l'insecte, la feuille ne pourra donc pas le digérer et finira par se réouvrir. Si la plante a capturé un insecte d'elle-même, elle finira par ouvrir son piège à nouveau et on observera que l'insecte semble intact. Mais ce n'est pas le cas, il a bel et bien été vidé de l'intérieur par absorption. La carcasse de l'insecte pourra être retirée par souci d'esthétisme, sinon elle finira de se décomposer à son rythme mais n'apportera rien de plus à la plante. Le substrat dans lequel nous avons l'habitude de la cultiver est la tourbe issue des tourbières où elle prospère. Mais l'extraction de la tourbe détruit hélas un environnement qui a mis des milliers d'années à se constituer. Riches en espèces animales et végétales spécifiques, les tourbières contiennent des quantités énormes d'eau douce et de carbone, dont la libération participe au réchauffement climatique. Il est donc préférable de se passer des terreaux de tourbe. La fibre de coco permet de remplacer la tourbe et la sphaigne car elle présente également de fortes capacités de rétention d'eau. Ajoutez un peu de sable de rivière à la fibre pour assurer un bon drainage. En ce qui concerne l'arrosage, il ne faut jamais laisser sécher le substrat. La qualité de l'eau est un autre critère de réussite, elle ne doit pas contenir de calcaire. Arrosez seulement à l'eau de pluie ou à l'eau osmosée. Et l'engrais est à proscrire. L'hivernage des plantes carnivores sera différent selon les espèces. Une bonne partie de ces plantes supportent le froid et même le gel, et d'autres, comme le Nepenthes, ont besoin d'une chaleur constante. Il faudra donc les rentrer à la fin de l'été pour éviter les chocs thermiques. Privilégiez le plein soleil qui leur est nécessaire toute l'année. Maintenez le substrat légèrement humide en permanence pendant l'hiver, pour cela, arrosez 1 à 2 fois par semaine, toujours à l'eau osmosée. Si vos plantes carnivores ne sont pas cultivées dans un terrarium, il peut être nécessaire d'humidifier l'air ambiant autour des plantes. Posez les pots sur un plateau de billes d'argile que vous maintiendrez toujours humide en versant un peu d'eau. Cependant, ne vaporisez pas les sarracénias car vous tacheriez les feuilles. Les drosera, qui sont ces plantes recouvertes de petites boules rouges gluantes, n'entrent pas vraiment en repos en hiver. Ils ont tous besoin d'une lumière vive et d'arrosage important. Mouillez les mottes par le dessus pour qu'elles restent toujours humides, mais videz les soucoupes. L'hygrométrie peut varier entre 40 et 80%. La température idéale est propre à chaque espèce. Drosera capensis supporte des températures légèrement négatives quelques jours de suite, contrairement à Drosera aliciae, qui doit impérativement être conservée dans un local hors gel. Drosera adelae a elle besoin de 15 à 20 degrés pour prospérer. Pour les Nepenthes, même si leur croissance est ralentie par l'hiver, la lumière est indispensable à la formation et à la coloration des urnes. Les Nepenthes apprécient une hygrométrie de 70 à 90%. Le substrat doit rester bien humide en permanence. Selon les espèces, la température peut osciller entre 10 et 20 degrés. Surveillez également l'apparition de la pourriture grise.
Sur certaines espèces, comme les dionnées, le feuillage devient noir une fois que le piège a servi. Ce n'est pas un signe de mauvaise santé tant que la rosette centrale présente de nouvelles feuilles. Si l'on débute dans la culture des plantes carnivores, il est conseillé de commencer par une dionée, dont les besoins climatiques sont proches des températures que l'on a en France métropolitaine. Elle ne demandera donc que très peu de soins spécifiques. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts Rustica.